Donc, nous voici dans ce séminaire tiré parti de la connaissance des comportements humains. Je suis donc Julia Davy, responsable de projet. Je vais vous présenter en quelques mots le projet, pourquoi nous organisons ce séminaire avant de donner la parole à d'autres collègues. Merci. C'est un séminaire qui fait partie de tout un cycle. Ça fait partie du projet Erasmus+, BEST. Donc, nous avons 3 partenaires qui sont avec nous dans ce projet. Avitem, qui est une agence basée à Marseille. Nous avons également BIT, connaissance du comportement pour éclairer les politiques. Nous avons une équipe, Alice et Claire, qui seront avec nous. Nous avons également un autre partenaire, BeSmart, Behavior Smart, qui est présent sur le globe. Ce sont 2 des leaders des sciences comportementales appliquées à notre sujet. Nous sommes ravis d'avoir pu bâtir ensemble ce projet. Quelques mots pour expliquer pourquoi nous voulons bâtir ce projet, pour développer ce projet concernant l'application des sciences comportementales au tourisme durable. Il y a quelques années, nous avons commencé à développer un nouvel intérêt pour ce sujet de l'application des sciences comportementales. Et assez rapidement, nous avons découvert que c'est un sujet qui n'est pas vraiment exploré, notamment dans le domaine du tourisme. Si l'on pense au tourisme aujourd'hui, nous voyons beaucoup de défis, beaucoup de problématiques qui sont en lien avec le comportement humain. Nous avons trouvé qu'il serait important et pertinent de mettre ensemble la connaissance et les pratiques en parlant des comportements et à partir de la communauté des sciences comportementales et de mettre cela en rapport avec les défis liés au tourisme. Nous avons donc bâti cette communauté de practice qui est vraiment au cœur de ce projet BEST, une communauté qui rassemble des personnes qui s'intéressent à l'application des sciences comportementales aux questions de tourisme. Et c'est ainsi que le projet BEST est né, avec les contacts, bien sûr, que nous avons pu développer avec Behavior Smart et BIT et autour d'un intérêt commun, ce que nous voulons donner dans ce partage de connaissances. Et je partage ce visuel avec vous pour vous donner une idée, pour souligner les éléments principaux de notre projet et les raisons pour lesquelles nous organisons ce webinaire. Nous voulons vraiment avoir une base de connaissances vivantes pour l'application des sciences comportementales et de développer vraiment un espace de sensibilisation au secteur du tourisme. Beaucoup de ceux qui participent aujourd'hui sont des acteurs de l'industrie du tourisme ou travaillent dans des agences de tourisme, dans des municipalités qui gèrent les destinations, etc. Nous voulons donner un espace qui permet d'accéder aux connaissances dans ce domaine d'application des sciences comportementales pour voir comment l'appliquer à votre travail. Alors ici, je voulais partager avec vous nos attentes lorsque nous avons eu notre première réunion à Paris avec les partenaires du projet. Ce sont des attentes que nous pouvons vraiment partager avec le reste de la communauté. Nous voulons pouvoir avoir un espace qui nous permette d'avoir une meilleure sensibilisation, une meilleure connaissance de ces choses et bâtir une communauté de personnes qui sont intéressées par ce sujet. La communauté de pratique que nous voulons bâtir serait également un espace dans lequel nous pouvons explorer des nouveaux domaines de coopération, de recherche, notamment au travers d'autres projets européens. Un des objectifs de ce projet, c'est de partager la connaissance. Comme nous l'avons dit, nous sommes en partenariat
avec 2 organismes qui ont beaucoup d'expertise sur l'application des sciences comportementales avec des services, des politiques qui sont vraiment pour le bien commun. Et nous pensons que ce sont bien là des occasions précieuses pour rendre cette connaissance plus accessible et partager ces expertises avec toute la communauté des personnes qui s'intéressent à développer de nouveaux modèles de tourisme pour l'avenir. Alors, c'est ma dernière diapo. Je donnerai ensuite la parole à mon équipe. Je voulais simplement vous montrer un petit peu ce qui nous attend. Comme je l'ai dit, c'est le premier séminaire d'un cycle de séminaires. Aujourd'hui, nous aurons une introduction sur les fondamentaux de cette approche comportementale et nos intervenants nous en parleront davantage. C'est une occasion pour nous d'avoir une meilleure compréhension de cette approche comportementale, comment notre cerveau fonctionne, comment utiliser cette connaissance pour améliorer nos politiques, nos programmes et nos services. Dans le prochain webinaire, nous irons un peu plus en détail pour voir comment appliquer cet outil ou ces choses au tourisme avec les défis particuliers qui sont ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Et nous irons un peu en profondeur, plus sur des éléments pratiques pour voir comment mettre ces choses en place de la bonne manière. Donc, cette diapositive vous donne un aperçu des 4 séminaires qui auront lieu avec les dates qui sont déjà fixées le 17 novembre. Vous avez ici le QR code pour vous inscrire et nous pouvons également le partager dans le chat. Une dernière chose avant de passer la parole à Claire et Alice. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire au travers de la discussion par Zoom que vous pouvez utiliser. Je pense que j'ai déjà dit tout ce que je devais dire. Donc, à présent, je laisse la parole à Alice et à Claire pour notre premier webinaire et merci beaucoup à vous. Merci, Julia. Bonjour à tous. Je ne vous vois pas, mais je vois que vous êtes nombreux. Je suis donc conseiller avec ma collègue, je suis ici, qui est également au bureau français. Nous sommes conseillères. Alors, dans notre séminaire d'aujourd'hui, nous allons vraiment aborder la surface de quelque chose qui est très grand. C'est donc l'approche comportementale. Nous vous donnerons plus de détails sur la méthodologie. Ici, c'est vraiment de sensibiliser sur la question et de vous dire un petit peu ce que nous faisons et l'approche comportementale au tourisme. Voici donc les fondamentaux de cette approche comportementale. Nous allons parler un peu de la théorie derrière le travail que nous faisons et vous partager ce que nous savons sur le comportement, comment impliquer ces connaissances dans nos politiques, dans nos services. Et ensuite, nous vous donnerons un peu un teaser avec des exemples sur la manière d'appliquer cela au tourisme durable. C'est le premier séminaire d'une série avec un prochain séminaire qui parlera davantage de la méthodologie et de l'approche comportementale. Alors, avant de passer au contenu, nous voulons rendre ce séminaire interactif avec un peu de technologie qui s'appelle Slido. C'est un site, c'est une application que vous pouvez accéder par slido.com ou par Zoom ou je pense que vous pouvez également écrire slide.do, c'est sli.do et on vous demandera un code que vous pouvez voir ici, que vous entrez, donc 1396 596. Alors, je vous donne 1 minute pour rejoindre donc cette application Slido en rentrant le code qui est affiché ici. Ce que nous voulons vous demander d'abord, sans rien vous dire sur ce sujet, quelle est d'abord votre connaissance? Qu'est-ce que vous connaissez des sciences comportementales? Que veut dire pour vous une approche comportementale? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez un concept, juste un mot
Nous allons attendre vos réponses sur Slido. Vous pouvez juste dire un mot. Je crois que nous avons 3 participants, 6 à présent. On avait peur que personne ne puisse se connecter. S'il vous plaît, participez sur Slido. Si c'est un peu compliqué au niveau de la technique, peut-être vous pouvez répondre simplement directement dans le chat, donner vos réponses et écrire vos réponses directement dans le chat. À quoi pensez-vous? Que connaissez-vous de l'approche comportementale ou de la science comportementale? Alors, regardons les réponses qui nous ont été données. Alors, oubliez le gros chiffre au milieu, évidemment. Nous avons beaucoup de réponses différentes. C'est en français et en anglais. Nous en avons en français et en anglais, donc je peux lire nudges. Ce qui n'est pas surprenant, c'est probablement le mot le plus surprenant qui arrive, qu'on connaît, c'est-à-dire toute la discipline, comprendre les comportements humains, l'analyse de comportement, le cerveau humain, inconscient. Ça, c'est une réponse intéressante aussi, parce qu'effectivement, ça parle de l'inconscient et du conscient, et nous en parlerons également. La neuroscience, psychologie, quelques disciplines qui ressortent. Application des théories à la réalité, c'est-à-dire comment prendre cette théorie que nous avons de la psychologie du cerveau humain et comment l'appliquer au monde réel. Très bien. Alors, nous pouvons passer à la diapo suivante. Continuons un petit peu avec le côté interactif de ce séminaire, de ce webinaire. Alors, toujours sur Slido, faisons un exercice ensemble pour montrer, parce que démontrer, c'est mieux que parler. Voici un premier exercice. Voici une liste de mots que je vais lire et vous aurez 20 secondes pour les mémoriser. Je vous les lis et sans les écrire partout, quelque part, pardon, ne trichez pas, simplement essayez de vous rappeler d'autant de mots que possible. Vous avez donc le mot lit, vous pouvez choisir de les mémoriser dans une seule langue. Snooze, roupillon, blanket, couverture, dose, dormir, slumber, pioncer, snore, ronfler, nap, sieste, peace, calme, yawn, bâillement, drowsy, somnolent. Probably took me 30 seconds to read them out. Ça m'a pris 30 secondes. Alors, je vous donne encore 10 secondes pour les mémoriser. Regardez bien ces mots. À présent, essayez de vous rappeler de ces mots sur le Slido. Écrivez certains mots dont vous vous souvenez de cette liste. Est-ce que vous vous souvenez de ronfler, réveiller, de sommeil, de couverture ou du mot sieste? Alors, écrivez vos réponses si vous vous souvenez de ces mots dans la liste. D'accord? Voilà les résultats.
91% d'entre vous se souviennent du mot sieste, 83% were snore, 83 ronfler and blankets, et 74% couverture, sleep, 74% réveillés, and 43% 43% se souviennent du mot sommeil. So if we move on. On peut donc continuer. So that's really interesting because all C'est of the words intéressant that we parce just que tous les mentioned mots were on that list étaient donc dans except cette sleep. liste, sauf So if you le want to mot look at dormir. the slide over here, there's no Si sleep. vous voyez ici, il n'y avait pas le mot dormir. Thank you. So if you were the one that Alors, si vous avez wrote écrit this, le mot and I dormir, can't name you because I je ne can't peux see pas you, bien sûr dire qui vous êtes, je ne you peux shouldn't pas feel voir vos bad at noms, all because mais pas de you're in good souci. company and you're not Vous êtes en alone. bonne compagnie, vous n'êtes pas les So seuls. in a study that was done, about Dans une half of étude the qui a été people in the faite, et room presque la moitié des personnes se sont reported souvenues sleep du mot when they get to shown this list. dormir à tort lorsqu'on So leur a what montré happened cette is liste the de mots. brain Qu'est-ce of qui se that passe ici? person Ça veut dire que le cerveau a fait spotted quelque chose it did d'intéressant. some pattern recognition. Il a Pattern identifié un recognition is a schéma, group of words that all have c'est-à-dire un something groupe in de common. mots qui ont And quelque from chose en that, commun. Et à partir de là, and the blanks here was sleep. et So il the a brains of étiré un mot qui était le mot dormir. Donc, et nous identify faisons ça patterns and then tout le they temps. Nous mimic. That's how the identifions brain des managed to schémas et c'est recognize ainsi patterns in que these words nous traitons throughout that list. une grande partie de Basically, l'information it's a que nous shortcut recevons tous les to be jours. able to C'est un optimize genre our de brain. raccourci pour pouvoir And it's not optimiser these notre pensée. flexible mental shortcuts like Ce this sont des that are hard in raccourcis behavior science. qui sont And I'm vraiment au talking about cœur this des not more neurosciences. detailed in 5 Et minutes, j'en and then parlerai un peu plus en Claire is détail. going to Et give you some Claire example of vous shortcuts donnera that we des use exemples in the euh, industry. de So raccourcis here's que an nous faisons example également dans le domaine du of tourisme. C'était how un sometimes exemple qui memory montre can comment be affected by notre context. mémoire peut être So affectée par le speakers can have like a contexte, real world context, mais but nous avons en sometimes fait people des can have their influences own diverses linguistic implication. avec des So this applications is an diverses example that également. we've taken Ça, c'est un from the exemple que UK, nous avons and this is pris that du false memory Royaume-Uni. Nous savons que due to false memory can lead to la fausse mémoire misinterpretation peut to conduire à identification, des which problèmes ou des fausses can answer the accusations questions. ou des faux So it's témoignages. estimated that Dans 70% of false 70% de cas convictions in the UK au Royaume-Uni, are 70% des caused fausses by convictions sont maybe causées par you think you une remember something, but it's déclaration just that you fausse didn't. basée sur So une observation this fausse. association calculated that up to Donc, c'est 100% l'association of qui a innocent calculé cela. people could be wrongfully convicted for C'est-à-dire que des cheating or personnes innocentes peuvent être accusées à cause de ces accomplice. fausses ou de ces faux And more than témoignages that, basés sur des fausses observations. eyewitness testimony is still the main form of evidence Et in pourtant, le witness témoignage cases. oculaire reste And that une des means preuves that pattern principales. recognition and false pattern recognition Donc, can les have fausses significant reconnaissances ou les consequences. faux témoignages peuvent avoir des It's not conséquences only importantes. memory that's Ce n'est pas affected seulement la by mémoire qui est context, but affectée also par le our judgment. contexte, mais This également is notre why, for jugement. example, Voici un autre you may exemple know ici that en crossing Inde. the train tracks Nous savons que is a quite routine exercise in les physics. gens régulièrement Probability of traversent crossing les voies ferrées specific tracks by foot are actually et, really high. euh, And people et les gens feel sont souvent really touchés par les unbalanced trains et when nous savons crossing que les gens ont between du the mal tracks. à So yellow lines indicate anticiper la the vitesse et la excellent track. proximité malgré les Red ones lignes are jaunes frequent, qui and green donnent ones are really aux hard chauffeurs, ici aux because they conducteurs, invite pardon, une the référence driver slow down. pour qu'ils puissent So that ralentir. little intervention itself Donc, cette reduced petite the probability of intervention a pu accidents. réduire de 75% le nombre de personnes qui étaient touchées par So les you trains. may have heard of a similar Vous example avez which peut-être is entendu un autre exemple qui lui cars ressemble like avec moving des and running voitures, red lines to slow down avec les lignes qui permettent de transitions. ralentir lors de tournants, de So virages. it's not simply actually our memory or judgment Ce n'est pas itself juste that's notre affected. mémoire, notre In fact, jugement most of the qui est affecté par le contexte, mais la plupart de nos identify décisions internal and external factors. et Some d'autres we're facteurs conscious of and internes, some we're not always conscious of. certains dont So nous when sommes we talk conscients about et d'autres internal non. factors, that can be Quand nous the mood parlons I'm in today, if I'm de hungry or facteurs not, internes, quand external j'ai factors like faim, quand tired, je because suis actually de lots bonne of studies humeur ou show that fatigué, etc., ce actually sont des manifest facteurs qui peuvent sometimes affecter very nos positively. décisions, And parfois if de we manière talk about importante. external Quand nous factors, parlons de it can facteurs be externes, what I ça peut see, être ce que je what I see vois around me, what I see autour de about other moi, ce que je people, vois d'autres to personnes the faire autour de information I moi, see, le type and d'information que je how vois it's presented, et like comment Elizabeth cela est said. présenté. And that's what we're going to call environmental and C'est ce contextual effects. que And nous in your appelons le day-to-day contexte environnemental et online contextuel qui experience, what a usually une strikes you when you influence see those? sur nos décisions So plus we can que sometimes le have the contexte impression that interne. we Nous always avons make the parfois best decision l'impression que ourselves, but nous we prenons also les have to meilleures integrate all the décisions. relevant information into our Nous avons toutes decision. les bonnes And in informations fact, avant de our prendre une mind décision, isn't mais en as fait, independent as we notre imagine. cerveau n'est pas And the aussi reason indépendant for que that cela. is partly Et because of pourquoi? how our brain functions.
c'est la manière dont notre cerveau fonctionne. Alors, pourquoi ces facteurs ont tellement un impact sur nos décisions? Il y a énormément de documentation et de théories sur ce sujet. Nous découvrons que, notamment pour notre travail, cela nous explique, nous aide à comprendre le comportement. Alors, voici deux systèmes de comportement. C'est un processus. Voilà, voilà. Excusez-moi, je pense que je dois parler un peu moins vite. Merci. Donc, ici, c'est le travail d'un lauréat du prix Nobel, Daniel Kahneman. Kahneman a divisé en deux systèmes le cerveau. Le premier système, le deuxième système, un qui est rapide, l'autre qui est lent, un des deux systèmes. Donc, nous avons le premier système numéro 1, qui est le plus rapide. Nous avons système numéro 2, qui est le système plus lent de réflexion. Le système 1, automatique, qui fonctionne de manière automatique, rapide, avec peu d'efforts et peu de contrôle. Si je vous demande 2 par 2, je ne vois pas la réponse. J'imagine que vous allez me dire 4. Mais si je vous dis ne pensez pas à 2 par 2, vous allez probablement me dire également 4. C'est le système qu'on utilise lorsqu'on fait des associations rapides par le cerveau, mais également quand on passe en mode pilote, quand vous allez au travail, en passant par une route que vous connaissez par cœur. Deuxième système qui est plus lent, qui est le système de réflexion, quelque chose qui ne vient pas naturellement, qui demande plus d'efforts. C'est un système qui nous permet d'apprendre à conduire. Une fois que nous avons appris, on est à l'aise. À ce moment-là, on peut passer au système numéro 1 et conduire sans réfléchir. Mais au départ de l'apprentissage, où on pense à quelque chose de manière délibérée, c'est le système 2 qui est en place. Nous pensons que le système 2 est celui qui conduit nos vies la plupart du temps, mais en fait, la plupart de notre vie est basée sur le système numéro 1. J'en parlerai un peu plus tard. En politique également, nous pensons que ce système opère, c'est le système numéro 2 dans la société, mais finalement, c'est le système numéro 1 qui opère le plus souvent. Pourquoi est-ce que nous avons ces deux systèmes? C'est important de le comprendre. On pense que le système numéro 1, c'est lui qui est responsable des raccourcis, des erreurs, mais ce n'est pas exactement cela. Il y a une forme de division entre les deux systèmes qui doit être efficace pour minimiser les efforts et optimiser les performances. Le système numéro 1, c'est de faire autant que possible le travail. C'est une forme d'autopilote cognitif qui va remplacer les décisions complexes avec les heuristiques qui sont, par exemple, je vais faire ce qui est plus simple pour moi, ou je vais voir, ou je regarde comment d'autres le font. Ce sont des raccourcis au lieu d'avoir des décisions complexes. Ça, c'est un grand avantage d'un point de vue de l'évolution qui permet de ne pas avoir à réfléchir à chaque décision. Le deuxième système se déploie lorsque nous devons apprendre de nouvelles choses, lorsque nous devons faire des exercices de contrôle de soi, quand nous devons prendre des décisions, nous devons peser les pour et les contre pour chaque option. Ça peut nous aider dans certaines décisions à prendre. Et lorsque nous n'avons pas besoin de mobiliser toutes ces capacités, eh bien, nous pouvons nous appuyer sur le système numéro 1. Les deux systèmes ont bien sûr des avantages, mais avec leurs limites également. Les limites du système 1, ce que nous utilisons pour nous guider, c'est-à-dire des règles simplifiées qui peuvent parfois conduire à des erreurs ou
a de mauvais résultats et le système numéro 2 peut nous conduire dans des choses prévisibles, des décisions systématiques, des erreurs systématiques dans nos décisions. C'est ce que nous appelons donc la bande cognitive limitée. And this is indeed a big theoretical base for behavior science. So I'm sure you've heard of some Je suis of sûre these, que but vous avez just to give you entendu one for parler de example, ces choses. Pour some vous donner un bias exemple, confirmation bias. nous That's parlons when we're kind of looking du for evidence biaisé, de la confirmation biaisée we already know. qui confirme ce que nous savons déjà. When we look Par online, we exemple, look for confirming lorsque information. nous So this is regardons des actually informations que a nous cognitive connaissons bias déjà, that stems from ça our c'est system one un that's looking for bias qui est confirmé, So there qui nous are conduit à un raccourci. limitations of a Il system y a as bien sûr well. des So limites big limitation is that dans we ce don't have système. sufficient mental processing Nous n'avons power pas to suffisamment de make puissance de all these decisions processus based pour on prendre a toutes les system 2. We décisions have basées sur a ce limited système 2. amount Nous avons because un the montant data that we use limité de is bandes only a certain cognitives size. que nous ne pouvons utiliser que pour certaines décisions. So if we move on, I don't know if Alors, there are je ne sais pas questions si nous avons on peut-être this déjà or des if we questions. can Je peux answer m'arrêter some ici pendant questions about this. quelques minutes pour répondre à des questions sur ce thème. Okay, no questions. I will Pas de answer. questions. So you might tell me, okay, this is interesting. I understand kind of the basis of system 1 Alors, and system 2, but bien what sûr, does je it comprends actually la do base du in système 1 et practice? 2, mais à So quoi what est-ce que does cela it sert dans do les to make more décisions, dans les happen for politiques, the etc., dans les programmes, dans les décisions politiques? Basically, most public policy La can be plupart des applied politiques to publiques, examples on general on to peut policies, l'appliquer à services, la politique en programs, général, aux and programmes, aux public services. government. It's very reliant on the idea that Et toutes people ces will choses move s'appuient to sur system l'idée 2 when que they les make gens vont decisions. passer au système If 2 pour people prendre des choose décisions. or Si j'ai always l'option behave in line et with what they want, si les gens or font toujours ce the qu'ils option that veulent they expect ou will give l'option the greatest value for qui themselves. permet So de in tirer une reality, meilleure people valeur. often use Nous system 1 savons que for finalement, dans la réalité, les gens because s'appuient sur le they have système limited 1 pour time, leurs décisions parce qu'ils n'ont limited pas beaucoup de temps, information, ils n'ont pas assez and the decisions d'informations are based on automatic et les reactions. décisions So sont this basées is sur des example réactions of automatiques. some domains of public Voilà policy that we quelques can exemples de focus on. domaines, mais nous This is pouvons voting, l'élargir recycling, au and tourisme, par exemple, faire des économies, voter, recycling, sorry. And so we recycler. assume if we give people the right kind of Si nous information, donnons aux that gens les it's bonnes good for informations, you, that you par should exemple, c'est bien recycle, then d'économiser, people c'est bien will de take decision recycler, that's eh bien, in line les gens with prendront les what you want. décisions en fonction de cela. In the heart of the work of the Au behavioral cœur approach du is travail de l'approche context, taking comportementale, people as c'est they are vraiment de rather than prendre les gens how comme they ils should sont be. plutôt que We work comment on with aimerait qu'ils soient. kind of our ingrained cognitive or behavioral tendencies On rather than travaille avec des against them to tendances plutôt actually que make contre an ces impact on those tendances policies. pour So we augmenter try to l'impact de ces develop or politiques. Nous refine policies essayons and de systems développer ou that de interact raffiner des or politiques have avec une non-biased meilleure approach compréhension to influence du système 1 et decision-making 2 et de in leur system 2. influence sur les We don't prises de just assume décision. that we use a system 2, Nous ne we pensons pas also add seulement que nous system 1 croyons que in the nous design of these utilisons le policies système 2, and mais nous ajoutons également le système 1 dans les décisions. So this is a picture that we like Ici, to sur show cette because it image illustrates cette image qui illustre cette réflexion. Par exemple, je veux concevoir un programme, une politique d'une manière abordable, mais souvent, les gens vont prendre le raccourci. Nous devons nous débarrasser d'une pensée que si nous faisons quelque chose, les gens viendront. Et si vous leur montrez un chemin, ils prendront le raccourci. Alors, lorsque nous faisons des choses avec le système 1, peut permettre de réussir nos programmes. Un exemple, un travail qui s'est fait au Royaume-Uni en 2012, avant le projet, nous avions moins de la moitié des employés qui avaient des plans retraite. C'est-à-dire que la plupart des gens ne s'inscrivaient pas pour un plan d'épargne retraite. Donc, toutes ces analyses nous montrent que si quelque chose m'a été présélectionné,
eh bien, c'est ce que je vais choisir. En général, on va se plier à ce qui est par défaut, en grande majorité. Nous avons changé par défaut pour faire une inscription automatique pour tous les employés britanniques et le pourcentage donc des personnes qui se sont inscrites pour ce plan d'épargne retraite est passé de 47 à 76 Le choix était toujours là, mais nous avons changé les paramètres par défaut en 2018. Si nous regardons en théorie, cela n'a pas de sens, ça ne devrait pas marcher parce qu'il faut à peu près 1 heure pour choisir un plan de retraite. Si nous pensons que nous opérons avec le système 2, nous ne prenons pas toujours le temps de prendre ces décisions et la manière dont la décision est présentée. Mais dans la réalité, c'est comme cela que ça se passe. Même si nous voulons passer du temps à réfléchir à la retraite, au schéma de retraite, il y a des tas d'exemples. Nous savons, par exemple, qu'on doit faire quelque chose, mais on ne prend pas le temps de regarder. Voilà un petit peu comment on arrive à rendre les choses plus faciles et à développer des politiques. Il y a eu des calculs qui ont été faits. Une personne, donc des gens qui ont pu commencer à faire des économies pour leur plan retraite, ce qui illustre un concept que j'aime beaucoup. La science comportementale, ce n'est pas simplement changer des individus, des comportements. C'est très difficile de changer les personnes, mais c'est rendre le changement plus facile. Ici, c'est rendre le changement le plus facile possible. Avant de continuer, pour parler un peu plus de la question du tourisme, alors 2 questions que j'aimerais aborder. Première chose, je ne veux pas que les gens partent de cette session en disant il y a la science qui parle des comportements, des interventions pour contrer des tendances. Maintenant, j'ai une approche, je peux appliquer telle ou telle chose ici. Ce n'est pas aussi simple que cela. L'approche comportementale est une méthode basée sur des preuves scientifiques, basée sur 3 principes. Déjà, une preuve du comportement. D'abord, la preuve théorique. Nous prenons le meilleur parti de la recherche, que ce soit la théorie dont j'ai parlé tout à l'heure, système 1 et 2, ou d'autres découvertes, que ce soit par la psychologie, etc. Mais nous validons également la théorie avec les preuves. Nous demandons personne et nous validons notre théorie. La théorie est bien, mais c'est plus que ça. Le deuxième principe, c'est l'application pratique et pragmatique de cette connaissance, de ces pratiques pour pouvoir développer des programmes et des services. Nous travaillons avec toutes les contraintes liées à cela. Le troisième point, nous savons que cela est complexe, que nous ne pouvons pas toujours être sûrs de ce que, dans la mesure du possible, nous faisons aussi également beaucoup d'évaluations, beaucoup de tests, beaucoup d'évaluations. Donc, pour une intervention, des interventions pour voir si ce que nous faisons a marché. Ce sont ces évaluations qui vont augmenter notre comportement, notre connaissance du comportement humain et des changements dans le comportement humain. Deuxième avertissement ici, concernant un débat, notamment quel est le rôle des interventions de sciences comportementales par rapport aux outils traditionnels. L'approche comportementale vient en complément, mais ne remplace pas les outils traditionnels. Les outils, par exemple, qui permettent d'influencer des comportements sont, par exemple, les lois, les régulations, les règlements, les instructions, les incitations pour inciter les citoyens à faire des choses et ensuite les informations, apporter des informations par le biais de campagnes ou par des informations régulières. Bien sûr, ces choses sont tout à fait nécessaires et la science comportementale peut être un complément à ces outils
et inform augmenter about l'impact, tourism regulation, how informer tourism sur les regulation règlements, sur les guidelines incitations, should be sur la designed manière dont l'information doit être in line with what donnée behavior et is conçue en for. lien avec le comportement ou proposer des interventions différentes qui peuvent peut-être changer des choses si nous avons essayé les régulations, nous avons essayé les 3 autres options et ce n'est pas suffisant pour faire changer un comportement. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des questions sur cette partie avant de passer à la section suivante, notamment pour l'appliquer à la question du tourisme à présent? On peut également revenir sur les questions à la fin de la session. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Alice. Est-ce qu'on m'entend bien? Merci pour cette introduction rapide vers les fondamentaux de ce que nous faisons. Et par rapport à ce que Julia disait tout à l'heure, nous allons maintenant passer à la partie plus appliquée au tourisme. C'est une introduction pour voir comment appliquer toutes ces choses dont Alice a parlé, notamment dans le domaine du tourisme, pour ceux qui sont dans le domaine du tourisme et pour un tourisme justement plus durable. Alors, encore, c'est un teaser. Nous allons simplement parcourir la surface de tout cela aujourd'hui. Nous parlerons de certains cas d'études pour montrer ce qui a marché ailleurs. Pour répéter ce qui a été dit, il y a des exemples de choses qui ont marché quelque part et pas forcément ailleurs, pas pour dire que ce sont des réponses universelles pour changer les comportements. I was trying to speak slowly, so this is going to be a challenge. Okay. I think that's their strong suit. No. Okay. Well, Julia, you can give me hands down, up, middle to let me know if I'm speaking too quickly. But so if we try to turn to applying kind of these Donc, si nous essayons d'appliquer ces choses au tourisme, ces points d'application au tourisme, qu'est-ce que cela veut dire en pratique? C'est-à-dire essayer de comprendre comment les touristes réfléchissent, comment ils prennent des décisions. C'est cela le point de départ. Alice l'a dit, comment prendre en compte toutes les manières dont fonctionne notre cerveau pour comprendre comment fonctionnent les touristes, plutôt que de savoir comment nous voulons qu'ils fonctionnent et pouvoir donc développer nos programmes, nos services, comment nous concevons nos programmes et nos services dans le domaine du tourisme. Une fois de plus, nous regardons ces deux systèmes, comme il a été dit, c'est une manière de conceptualiser la manière dont fonctionne notre cerveau. C'est quelque chose d'assez utile qui peut servir aussi dans le tourisme et nous aide, nous éclaire un peu sur les questions des raccourcis et comment les prendre en compte. Nous avons ces systèmes qui ont, donc Alice a parlé, l'information qui peuvent, les informations données aux touristes, les incitations financières, toutes les règles, les réglementations, les informations, donc toutes ces choses qu'un touriste peut prendre en compte pour changer de décision, pour décider où aller, que faire, etc. Ensuite, il y a ce système numéro 1 dont nous avons parlé, qui est plus intuitif, qui va s'appuyer davantage sur ce qui est par défaut. Pour revenir à l'exemple d'Alice, les émotions, donc, ce que d'autres font autour de moi, ce que je crois et je vois que d'autres font, l'influence sociale et le biais cognitif, les raccourcis dans la manière de prendre des décisions et de penser. Quelques exemples ici. Je pense qu'on est familier de certains de ces raccourcis. Quand nous réfléchissons particulièrement au fait de voyager et nous pensons au comportement des touristes, alors une surcharge de choix.
Quand il y a trop de choses à voir, trop de sites à visiter, je vais simplement suivre TripAdvisor pour choisir la version la plus simple, ce raccourci pour pouvoir gérer le fait d'avoir trop d'informations, trop de choix. Un premier raccourci. Le deuxième, c'est tous les petits tralala, des choses qui nous embêtent. Beaucoup de recherches montrent l'impact des petites difficultés, des petits obstacles dans notre processus de décision, et toutes les difficultés, qu'elles soient petites ou grandes, vont rajouter des stress et auront bien sûr un impact sur nos décisions, notamment dans la manière dont le système numéro 1 arrive vite aux conclusions. Par exemple, je ne veux pas marcher pendant trop longtemps. Choisissons donc une option beaucoup plus rapide plutôt que de regarder aux autres options qui pourraient être peut-être plus intéressantes. C'était un exemple en Italie. La décision avait été prise de s'arrêter à la boutique de Panini. OK, on va essayer de garder le rythme, pas aller trop vite. Un autre raccourci, c'est le contrôle de soi. Je ne sais pas si vous avez déjà ce genre d'exemple dans votre vie. Par exemple, vous êtes là pour quelques jours seulement, on voyage, souvent pour quelques jours, pas pour plusieurs mois en tout cas, et on se dit: «C'est des vacances, j'ai pas vraiment besoin de me préoccuper de la durabilité, du développement durable. Pourquoi ne pas faire une pause sur ce sujet?» C'est quelque chose qui peut impacter nos décisions. C'est important de penser à cela, surtout dans le fait que beaucoup d'entre nous voyageons souvent très loin, et c'est une conséquence de nos décisions. On peut se sentir très loin de chez soi et de ne pas se préoccuper des conséquences de son comportement, notamment en raison du développement durable. Donc, c'est assez facile de mettre cette préoccupation de côté pour pouvoir simplement profiter de ses vacances et faire ce qu'on a envie de faire sans forcément penser aux conséquences de ses décisions. Une autre réflexion, je suis là juste pour quelques jours, profitons-en, ne pensons pas aux conséquences. C'est très facile de passer par ce raccourci, et c'est ce que le système 1 va probablement vous proposer sans avoir à réfléchir aux conséquences. Alors, tout ça, c'est bien. C'est bien de savoir que nous prenons des raccourcis, que nous ne sommes pas forcément toujours très rationnels, mais que faire par rapport à cela? Comment prendre en compte ces données? De plus en plus de recherches travaillent sur ce sujet. Il y a de plus en plus de preuves qui montrent tout ce qui impacte nos décisions, tous les raccourcis, tous les obstacles. Alors, nous pouvons donc concevoir nos programmes autour de ces deux systèmes, c'est-à-dire de prendre en compte les deux systèmes de réflexion, de pensée, et de voir comment ces deux systèmes doivent être pris en compte dans l'environnement du voyage, du tourisme, lorsque nous proposons des destinations, lorsque nous voulons influencer le tourisme et les bonnes décisions. Par exemple, le système numéro 2, c'est-à-dire de rendre disponible et de manière plus efficace et plus innovante les informations concernant la pédagogie, pour que les gens puissent lire les informations, puissent réfléchir aux informations. Nous devons avoir une approche qui soit plus ludique et plus intéressante pour activer le système numéro 2. Et en même temps, nous ne devons pas mettre de côté le système 1. Nous voulons nous focaliser dans cette liste d'exemples sur toutes les manières dont le système numéro 1 pourrait être influencé ou pourrait être impliqué dans nos décisions. Nous devons prendre en compte également les opportunités qu'on peut avoir dans un contexte, dans un environnement particulier, pour que les comportements des touristes puissent être manifestés d'une manière naturelle. Je ne vais pas vous donner trop d'exemples. Nous allons ensuite passer à des cas pratiques dans quelques instants. Avant de passer à cela,
Je veux simplement dire quel genre de défi, pour quel genre de défi touristique est-ce que cette approche comportementale serait utile? Nous avons ici quelques exemples qui peuvent nous montrer comment affecter les décisions des individus et donner également des exemples pour rendre la structure et les options de choix aussi faciles que possible. Alors, que nous apporte l'approche comportementale dans les décisions touristiques? Voilà comment nous avons conçu cette approche et ce n'est pas la seule manière de le faire. Et dans la session de questions-réponses, nous aimerions avoir vos réactions pour vous. Comment est-ce que cela peut être utile? Ce n'est pas forcément dans ces catégories que vous voyez ici, mais qu'en pensez-vous? Une manière de simplifier l'approche comportementale, c'est d'abord de savoir comment voyagent les personnes, quels sont les moyens physiques de transport utilisés, quelles sont les décisions prises pour les questions de transport. Deuxième exemple, une fois arrivés à destination, où vont les personnes, les touristes? Quels sites vont-ils visiter? Quels sites ont-ils prévu de visiter? Bien sûr, il y aura des implications directes sur le flux des touristes. Dernier exemple, nous pouvons les regrouper dans cette catégorie assez large concernant les activités. Qu'est-ce que je vais faire une fois que je suis dans ma destination? Quelles activités? Comment est-ce que je m'occupe? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais aller faire de la randonnée? Est-ce que je vais faire des activités de tourisme durable? Comment le faire? Est-ce que je vais, par exemple, prendre des choses dans l'environnement que je ne devrais pas faire, etc. Quel sera mon comportement? Comment avoir le plus petit impact possible sur la population locale, sur l'environnement local lors de ma visite, lors de mes visites des sites? Qu'est-ce que je vais manger? Quel choix est-ce que je dois faire? C'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire et comment le faire une fois que j'arrive à destination? Je vais m'arrêter quelques instants pour voir s'il y a des questions au niveau du chat ou des questions en direct peut-être. Il y a une question concernant l'éthique. On pourra en parler peut-être après. Alors, dans cette dernière partie, nous vous donnons ici quelques études de cas pour vous montrer ce qui a marché dans le monde pour justement façonner le comportement des touristes. Pour redire ce que Alice a donné, ce n'est pas pour dire que ce sont des formules magiques, des recettes magiques qui vont marcher partout. Les contextes sont différents d'un pays à un autre. Il faut toujours regarder le contexte local, l'environnement local, lorsque nous voulons façonner des comportements. Et dans cette série de webinaires, nous vous donnerons d'autres informations plus en détail dans les études de cas que nous avons menées pour voir comment nous le faisons de manière méthodologique. Alors, si nous regardons ces exemples rapidement, pas trop rapidement, le premier système, premier exemple qui prend en compte le système numéro 1, c'est un exemple tout simple d'un environnement qui a été changé. Comment réagir? Qu'est-ce que je fais? Ici, cette photo a été prise à Melbourne avec des escaliers qui se trouvent dans une station, dans une gare, où 800 000 personnes passent par jour. Et l'idée était de donner aux gens de se servir des escaliers plus que de l'escalator que les gens utilisent en grande partie, avec cette idée de faire bouger les gens davantage, de les faire faire de l'exercice. Et nous avons voulu rendre ces escaliers plus agréables, plus jolis, plus attirants. Donc, en tout cas, on les remarquait et les gens pouvaient les remarquer lorsqu'ils étaient dans cette attitude de va-et-vient pour aller et revenir.
800 000 fois par jour. Donc, les gens prenaient toujours l'escalator et ils pouvaient quand même remarquer cet environnement, cette nouvelle, ce nouveau design. C'est à Melbourne, en Australie. Et donc, l'idée toujours étant de faire bouger les gens davantage, de faire de l'exercice. Alors, en faisant ce petit changement, 25% de personnes en plus ont utilisé les escaliers à la place de l'escalateur. Et ensuite, nous sommes passés à 40%, ça c'était pendant les heures de pointe, mais à 40% donc de personnes en plus le reste de la journée. Nous voyons comment cela a affecté le comportement des personnes. J'ai appris que ça a été repeint, donc vous ne verrez plus ça maintenant à Melbourne. Je ne sais pas si ce genre d'initiative a été peut-être lancé ailleurs. Je sais qu'en Chine, par exemple, plusieurs efforts ont été faits dans ce sens pour rendre les marches des escaliers plus interactives pour que les gens puissent pouvoir bouger davantage. J'ai une question par rapport aux effets à long terme de ce genre d'initiative. C'est quelque chose qui a réellement un impact. C'est pourquoi ça a été repeint à nouveau. On avait donné un exemple des voies ferrées en Inde. Un de ces mécanismes, c'est de permettre aux gens de passer du système 1 au système 2. Tout d'un coup, vous voyez quelque chose de flashy sur la route ou sur les escaliers. Ce genre d'intervention vous permet de changer et vous êtes prêt à prendre l'escalateur et vous voyez quelque chose de nouveau, de flamboyant. Ça peut vous avoir un effet effectivement sur la prise de décision. Une autre approche autour de ces mécanismes pour rendre les choses plus faciles, pour rendre les changements plus faciles, le passage du système 1 à 2 plus facile, plutôt que d'être en mode d'autopilote, pilote automatique. Également en Australie, avec le département des transports, le ministère des Transports, pour encourager les gens à prendre les transports publics au moins une fois. Ici, il y a quelques théories qui encouragent les gens à changer leur méthode de mobilité. L'idée ici, cette expérience, c'était de dépasser les préjudices autour des transports publics et de convaincre les gens d'essayer au moins une fois de prendre les transports publics. C'était une expérience qui a été faite dans un centre commercial avec le personnel d'un centre commercial important en Australie. Et la plupart de ces personnes allaient au centre commercial avec leur voiture pour aller travailler. Mais l'expérience ici, sur 134 personnes qui travaillaient au centre commercial, et ces personnes avaient une carte gratuite pour prendre les transports publics et on leur envoyait quelques emails pour les informer et leur rappeler d'utiliser cette carte qui avait été chargée de 25 $. Ils avaient toutes les semaines un email pour leur rappeler qu'ils pouvaient donc voyager gratuitement grâce à cette carte et qu'ils pouvaient déjà utiliser la carte si ce n'était fait. Bien sûr, on pourra prendre quelques questions. Dans cette expérience, ce qui était intéressant ici, que les cartes gratuites avec les emails ont vraiment permis d'augmenter l'utilisation du transport public. Vous voyez ici sur la droite ce graphique qui montre l'intervention, la période d'intervention et la période 1 mois plus tard et 2 mois plus tard, avec quand même un chiffre un peu plus important que le chiffre initial de 42,6%. Les gens ont continué d'essayer. J'anticipe un petit peu les questions peut-être qui ont été posées, notamment avec les escaliers.
Nous ne savons pas, au-delà des 2 mois, quels ont été les impacts, combien de personnes ont continué d'utiliser les transports publics, ou combien de temps ce comportement a perduré après l'expérience. Mais ici, nous voyons que les gens utiliseront les transports publics s'ils ont des aides, c'est des subventions pour le faire. Et et une fois que les gens ont le pied dedans et qu'ils ont essayé une fois, eh bien, ils peuvent réaliser que ça peut être même mieux pour eux que de d'aller au travail en voiture tous les jours. On peut prendre des questions peut-être à la fin. Un autre, donc le système numéro 2, qui est le système plus rationnel, qui pèse les choses avant de prendre des décisions, etc. Plusieurs choses que nous pouvons faire également ici pour impacter et avoir un effet sur les décisions. Je pense que vous êtes familier de Google Maps et de ce système qui vous montre combien vous avez eu, par exemple, de visiteurs sur un site, dans une attraction, selon le type de visite. Ça, c'est un outil qu'on peut utiliser et qui peut vous permettre d'avoir un nombre d'informations qui vous est donné, qui sont assez faciles à gérer lorsque vous voulez avoir des informations exactes sur l'affluence, etc. C'est un des éléments qui vous aidera à prendre une décision pour aller à une certaine heure dans un certain endroit, parce que vous voyez sur Google Maps que c'est très chargé à ce moment-là. Dans l'exemple précédent, nous avions donc aidé à faciliter le changement du système 1 au système 2, mais nous pouvons également apporter par ces différents outils des informations qui peuvent aider à prendre des décisions plus rationnelles. Still slower. Okay, working on it. Okay, one last example. Un dernier exemple ici, qui n'est peut-être pas très clair à comprendre, mais je vais vous expliquer ce qu'il y a à savoir dans cet exemple. C'est donc une bande dessinée ou des dessins humoristiques qui sont censés aider les Chinois à ne plus utiliser la peau d'éléphant qui est utilisée dans la médecine très traditionnelle, notamment pour les maux de ventre, maux d'estomac. Ce n'est pas un exemple en lien avec le tourisme, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment la science comportementale peut aider à faire changer les comportements, qui peut s'appliquer aussi au tourisme, bien sûr. Dans cet exemple précis, notre équipe a travaillé avec une agence de préservation des espèces pour mettre fin à ce commerce de la peau d'éléphant. Et nous devions comprendre pourquoi les gens voulaient avoir recours à cette médecine et montrer quels étaient les obstacles pour changer ce comportement en ayant recours à cette médecine illégale. Donc, les gens savent en général que le remède vient de ces espèces en voie de disparition, en danger. Ils le savent, mais pourtant, ils continuent d'être influencés par les gens autour d'eux qui vont leur dire combien c'est quand même très utile, combien il est bon de prendre ce remède qui marche bien. Par exemple, la famille qui a toujours utilisé ce remède, ce serait donc un facteur d'influence assez important pour continuer d'utiliser la peau d'éléphant. Donc, notre équipe a fait cette expérience sur le terrain. C'était assez comparable aux exemples donnés précédemment. C'était dans une des provinces de la Chine. Nous avons essayé de trouver comment une information pourrait encourager les gens à changer de comportement, ne plus consommer ce produit. Il faut bien comprendre, bien sûr, ce qui pousse les gens à continuer d'avoir recours à ces remèdes et de comprendre les différents facteurs en jeu et ensuite d'avoir une communication appropriée
pour avoir une intervention qui va adresser ces facteurs et s'adresser à ces facteurs de manière aussi efficace que possible pour que les personnes puissent réfléchir à ce changement possible. C'était vraiment une phase pré-pilote avant de pouvoir dessiner ces dessins en ciblant la population que nous voulions atteindre. Nous avons donc fait plusieurs expériences pour identifier plusieurs leviers, plusieurs arguments qui permettaient aux gens de changer de réflexion, et notamment, par exemple, la question de la répression par la police, qui est comme un messager qui peut apporter cette information pour causer le changement de comportement. Je pense que vous pouvez voir par le dessin un petit peu ce qu'est le message derrière. Le policier dit que si vous continuez d'acheter la peau d'éléphant, vous allez être accusé, vous allez être emprisonné. Et il y a des alternatives. Vous pouvez trouver des remèdes alternatifs auprès de médecins, auprès de cliniques qui vous donneront des médicaments qui ne seront pas illégaux et qui sauveront donc cette espèce en danger et qui vous aideront également. Ce qui est intéressant, c'est que notre équipe et tout l'article autour de cette expérience, les participants qui ont vu cette information ont pu aussi communiquer cela aux membres de leur famille. On leur a demandé de le communiquer eux-mêmes ensuite à leurs membres de famille, comparé à un groupe qui n'avait pas eu du tout cette information, à qui on a demandé de le communiquer autrement. Donc, ceux qui avaient vu ce dessin ont pu le faire de manière plus efficace. On va donc devoir arrêter avant de passer au temps de questions. On s'excuse d'avoir parlé très vite. On parle très bien le français. On peut répondre aux questions en français ou en anglais, peu importe si vous voulez poser vos questions, si vous voulez que nous puissions clarifier quelques points dans notre présentation. Vous pouvez poser les questions. Donc, ne nous laissez pas trop toutes seules. Nous voulons vraiment interagir avec vous aussi dans cette dernière partie. Pendant que vous réfléchissez peut-être aux questions que vous aimeriez poser, vous pouvez peut-être répondre à une question qui était postée tout à l'heure. La question était… C'est une question qui revient souvent. Est-ce que ça ne peut pas s'apparenter à de la manipulation? C'est ce qui revient souvent dans la science comportementale. C'est une question légitime. Si on parle de l'éthique même de cette science, c'est quelque chose que nous prenons au sérieux et une question qu'il faut se poser à nous-mêmes. Si nous considérons l'approche comportementale, la science comportementale, qui nous donne de comprendre le comportement des autres de manière psychologique, si nous voyons les choses sous cet angle, c'est quelque chose qu'il faut également décider pour soi-même comment utiliser cette approche. Si on utilise cela dans un projet, il faut considérer certains points, certains facteurs. Quand on commence un projet, on commence à réfléchir à toutes ces choses. Les genres de choix et de la transparence. Quelle est la transparence dans ce mécanisme? Ce n'est pas une question simple parce qu'il y a un travail d'intervention. Nous essayons d'être aussi transparents que possible par rapport à nos interventions. Il y a toujours un élément de choix. Certaines interventions permettent d'avoir un choix également. La personne peut toujours faire un choix et nous n'essayons pas d'influencer ce choix. Donc, nous essayons d'être transparents. D'abord, c'est le premier point.
et nous essayons de voir si le sujet est consensuel ou pas. obesity or Nous voulons, non-communicable disease or that we want to reduce the amount of car crash. si nous voulons peut-être, par exemple, réduire le nombre d'accidents de la route I think these are some ou of the certains things that, sujets they are already a kind of like they are quite consensual qui sont assez consensuels. topics and those are usually the types of topics that we try to work En on. général, ce sont surtout ces sujets consensuels autour desquels nous travaillons. Ce sont les deux éléments vraiment. Dans nos critères, vous pouvez trouver d'autres choses plus sophistiquées dans notre approche, mais vous pouvez jongler avec ces différents points. Et effectivement, nous sommes tout à fait conscients de cette remarque. Il n'y a pas de choix neutre dans certains endroits, certaines choses qui sont déjà mises en place. Effectivement, qui a pu être manipulée lorsque nous avons fait une intervention qui a pu être par la suite manipulée. La manière dont l'information est présentée aura un impact. Qu'on pense à cela ou pas, eh bien, ça aura un impact. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Simplement pour redire les points clés, c'est un des outils dans la boîte à outils. Il faut trouver cet équilibre, vérifier que nous avons bien coché toutes les cases pour ne pas désavantager un groupe plutôt qu'un autre. Vous avez donné un exemple d'objectif et comment des fois les sciences comportementales peuvent être utilisées à mauvais escient. Mais si nous sommes tous d'accord là-dessus, si nous sommes d'accord sur un sujet en particulier, eh bien, ces sujets seront donc alimentés par les informations que nous avons trouvées, notamment pour la préservation des espèces en voie de disparition, en danger. Donc, il faut réfléchir à cela comme un des outils que l'on peut apporter. Concernant une autre question concernant le cadre théorique, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Est-ce que vous parlez de l'approche méthodologique? À BIT, nous avons notre propre méthode, notre propre cadre, mais qui chevauche d'autres méthodes qui existent. Et on parlera de notre méthode plus tard. Alors, le rôle de ces cadres théoriques est assez intéressant. Il y en a d'autres, il y a Basic, East, MindPace. Pour ceux qui sont peut-être plus dans le domaine, nous utilisons beaucoup de ces cadres. Et l'objectif ici, c'est de savoir quand s'appuyer sur le cadre et quand s'éloigner du cadre. Il y a des principes dans ce genre de modèle. C'est une recherche empirique, ce qui veut dire que nous utilisons ces cadres, et beaucoup existent, et nous les utilisons pour avoir des analyses beaucoup plus affinées. Mais il faut quand même aller sur le terrain. Il n'y a pas un cadre pour tous qui pourrait correspondre à toutes les situations et cas de figure. Nous les utilisons comme des ressources, mais nous contextualisons toujours ce que nous faisons. Oh, that's a really interesting question. Une question intéressante également qui nous ramène au point que nous avons souligné. Est-ce que cette approche comportementale est manipulatrice? En tant qu'outil, tant que vous comprenez comment fonctionne le cerveau, on peut l'utiliser pour différentes fins ou différents objectifs. Quels sont les objectifs autour desquels vous voulez travailler et est-ce que cet outil est approprié? On pourrait parler de plusieurs projets
qui vise à former les gens, à les éduquer pour qu'ils arrivent à déchiffrer ce qui est manipulateur, ce qui est une information libre, ce qui est un messager crédible, ce qui est frauduleux, ce qui cherche à tirer parti. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons et cette approche comportementale est vraiment critique. Nous devons comprendre quels sont les différents raccourcis aux techniques de manipulation pour donner aux gens vraiment la capacité de prendre les décisions pour eux-mêmes. Ce sont le genre de projets que nous aimons. Si vous êtes intéressé, il y a un site qui parle de ces techniques pour utiliser ces techniques pour des fins commerciales. On travaille sur 2 projets et c'est comment résister aux fraudes en ligne et comment utiliser ces techniques pour résister aux fraudes et également comment gérer les questions de cookies. Parfois, on a l'impression d'être forcé à les accepter. Ce sont des projets sur lesquels nous travaillons en ce moment. C'est un peu la manière dont les choses évoluent. De plus en plus, les gens veulent pouvoir réfléchir et ne pas se sentir forcés, poussés à faire quelque chose avec différentes approches. Nous voulons tirer parti de tout ce que nous savons déjà et comment partager les informations, les rendre accessibles à tous, comment permettre aux gens de prendre les meilleures décisions. On réfléchit aux manières de communiquer les informations. L'exemple de la fraude, c'est un bon exemple, c'est-à-dire comment comprendre le fonctionnement du cerveau pour communiquer sur les questions des risques de mauvaises informations et voir si les gens pourraient être piégés par certaines fausses informations et comment prendre les bonnes décisions à l'avenir. Je ne suis pas sûre de comprendre la question suivante. Alors, comment faire la différence entre des informations partielles ou peut-être que je peux répondre à cette question. Je vais essayer de la reformuler. Donc, avant de prendre une décision concernant une nouvelle destination, comment gérer les informations? C'est une question qui a été, je crois que la question pose la question suivante. Est-ce qu'on peut confirmer que l'approche comportementale peut soutenir les décisions pour prévoir? Je ne sais pas. Roberto, est-ce que vous pouvez peut-être reformuler voilà, la question si je l'ai mal interprétée? La réponse, je pense, à cette question, c'est non. Ce qui peut soutenir les prévisions ou les prédictions de destination, de savoir ce qui se passe sur le terrain. Avec la science comportementale, vous entrez dans des points très importants. Si vous savez, par exemple, voilà, mon projet peut-être sera redirigé ailleurs. Vous avez besoin des données avant de vous lancer dans le projet. Et l'approche comportementale, je ne crois pas dans la science prédictive personnellement. Les sciences qui vous disent qu'elles peuvent prédire l'avenir, il faut faire attention. Ce sont des informations qui peuvent aider à répondre à ces questions, qui aident à façonner le comportement et la donnée peut être utile dans ce sens.
Également, dans la phase d'évaluation, les données peuvent être très utiles. The patterns are now different. Tu veux prendre Yeah, I just wanted to clarify. Is that Juste kind of clarifier conversation around la question making a suivante, discussion around taking decisions on a new destination, assuming that's kind of a tourist making a decision about where to c'est-à-dire go prendre une décision pour aller vers une nouvelle destination. J'imagine, est-ce que c'est une décision pour and how do they handle information without savoir being comment misleading choisir sa prochaine destination et comment gérer les informations qui pourraient ne pas être totalement sûres? Maybe Je that's suis... Philippe, maybe Philippe, vous pouvez peut-être clarifier votre question. Je ne sais pas si les gens peuvent parler. I will see if I can make him Je ne sais pas si je peux donner la parole à Philippe. Monsieur Meunier. Monsieur Meunier, vous avez la parole. Vous pouvez poser votre question en direct. Désolée de vous. C'est un de nos directeurs. You hear me? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend. The question is quite simple, is that, La question, you are tourist and far away from the place where you may go, you need to have good information. il vous faut de bonnes informations quand vous voulez décider où vous allez aller. From, for example, media Par exemple, vous voulez aller en Inde, coverage is not always up to a point and could be misleading. So, et les informations pour que vous auriez pourraient être erronées ou vous tromper. C'est peut-être le premier défi que vous rencontrez lorsque vous allez dans un nouvel endroit, quelque part que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas forcément différencier les informations que vous recevez, comme vous ne connaissez pas l'endroit. C'était un peu l'essence de ma question. Est-ce que la science comportementale peut aider dans ce sens? C'était ça la question, d'accord, OK. Merci. Ce que nous faisons dans ce cas, c'est de commencer par simplifier un parcours compliqué pour aller étape par étape. Par exemple, ici, diviser ce parcours en plusieurs étapes pour voir à qui s'adresser, où avoir les informations sur le site. Qu'est-ce que je fais une fois sur place? Où est-ce que je vais chercher l'information, etc. Où est-ce que je vais rester? Donc, on divise un peu en petites parties. Dans cet exemple précis, il y a des options. Par exemple, avant que quelqu'un ne parte vers une destination, quelle est l'information que vous voulez communiquer? Est-ce qu'il peut y avoir un angle aussi d'information? Quel est le mécanisme? Quels sont les points de contact? Quelles sont les choses qu'on peut utiliser? Et également sur site, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme Claire le disait, il y a différentes contributions dans la communication. Ça peut être également des changements environnementaux. Vous pouvez avoir des signaux, la signalétique et l'environnement est là aussi pour vous apporter différents types d'informations. Je ne sais pas si ça répond totalement à votre question, mais ça vous donne ici différents exemples. Il faut toujours d'abord déconstruire la question et pour voir quel est le schéma. C'est une bonne question et c'est un bon exemple qui montre comment la science comportementale peut apporter un complément à d'autres outils plus traditionnels, c'est-à-dire la fausse information ou des informations qui peuvent être trompeuses. Il y a tellement à faire en termes d'apporter des informations
regulating kind of the Il quality y a of également des information. questions sur la manière de réguler les informations qui sont communiquées en ligne. Quel rôle jouent les réseaux sociaux pour s'assurer que les informations données par leur biais sont des informations sûres? Et ça revient à ce qu'Alice disait, nous devons déconstruire le parcours. Comme l'a dit Philippe tout à l'heure, si je veux aller vers une nouvelle destination, je dois pouvoir regarder étape par étape. Quelles sont les étapes? Qu'est-ce qui se passe à tel endroit? Quelles sources d'informations est-ce que j'aurai? Quels sont les acteurs qui seront importants? Quelle sera la qualité de l'information que je vais avoir? Qui va donner l'information? Et de pouvoir déballer tout cela pour avoir les conditions nécessaires pour voir si la science comportementale serait la réponse à toutes ces questions. Et sinon, de prendre aussi d'autres outils, comme par exemple les règlements. C'est un bon exemple qui nous donne de voir que la science comportementale est un des outils qui peut aider à prendre les bonnes décisions. Merci. Quel est le nom du site qui donne des conseils en nudge marketing? Je ne connais pas un site en particulier qui fasse cela. Je ne sais pas si vous parliez d'un site en particulier tout à l'heure dans notre discussion concernant les cadres. Ce ne sont pas des sites en tant que tels, mais des rapports que nous avons faits. Je peux peut-être partager cela. Ça nous donne des directions, des directives, mais il n'y a pas de site en tant que tel que je puisse donner. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste encore 5 minutes. On peut peut-être donc conclure à présent. S'il n'y a pas d'autres questions. Alors, merci à tous. Merci pour les questions qui étaient vraiment de taille. On aime vraiment parler de ce sujet, donc merci de nous avoir donné l'occasion de répondre à vos questions qui étaient de taille. Nous voulons aussi vous donner l'occasion de revenir sur ce sujet et d'en découvrir davantage sur cette discipline. Voici ici quelques références qui peuvent vous aider, quelques livres qui pourraient vous intéresser. Je laisse cette planche pendant quelques secondes si vous voulez simplement prendre note de ces livres, des titres, des auteurs. Et donc, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres choses à dire, merci à tous d'avoir participé à ce séminaire. Et soyez là à nouveau le 17 novembre prochain. Et nous verrons comment appliquer l'approche comportementale au tourisme. Et nous parlerons de la manière dont nous appliquons toutes ces choses dont nous avons parlé de manière plus pratique et de manière spécifique. Et on vous donne l'occasion de vous inscrire déjà. Vous avez tous les détails ici. C'est une série de webinaires, comme nous l'avons dit. Toutes les questions qui ont été mentionnées aujourd'hui concernant la méthodologie, comment appliquer ce que nous avons dit en théorie de manière pratique. Il y aura tout un webinaire sur ce sujet. En janvier également, nous parlerons davantage de ces questions. Yes, I'm multitasking here, right? Writing and speaking. Ici, je suis en train de faire plusieurs choses en même temps. J'écoute, je lis, j'écris. J'ai mis donc le lien pour s'inscrire au prochain webinaire, avec notre collègue Milena également, et d'autres collègues seront là. Nous parlerons des défis du secteur du tourisme, avec d'autres exemples en lien avec le tourisme. Vous êtes bien sûr les bienvenus et vous pouvez partager cette invitation. C'est un cycle de séminaires
Vous ne payez rien. C'est cofondé par le programme Erasmus+, qui nous donne aussi qui me donne l'occasion, bien sûr, de les remercier pour ce financement. Je pense que c'est une bonne occasion qui nous est donnée de pouvoir accéder à toutes ces connaissances. N'hésitez pas à partager la prochaine invitation. Vous aurez le replay à disposition et vous pourrez le partager également. Ma collègue Carola a partagé le lien par Twitter, par LinkedIn. Pour la communauté de pratique, nous allons également activer un groupe LinkedIn. Vous pourrez bien sûr rejoindre ce groupe. Et vraiment, c'est vraiment ce que je peux vous dire pour le moment. J'espère vous voir rapidement le 17 novembre. Donc, et merci encore pour avoir pris le temps de suivre ce webinaire. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut terminer à présent. Merci beaucoup à Claire et Alice, évidemment. Thank you. Bye bye. Merci, au revoir.